Réseau Enfer s'administre une fois par semaine par voie auditive, à jeun, en transport ou en plein quart de travail. Préparé avec soin par notre infirmier Carl, chaque dose contient les ingrédients actifs suivants: des témoignages percutants, des diagnostics accablants et de l'espoir lucide. Réseau Enfer. Découvrez le vrai visage du réseau. On le sait, les conditions de travail sont pas faciles dans nos hôpitaux et nos CHSLD. Burnout, surcharge de travail, démission. Mais la culture d'entreprise est positive et collaborative selon le PowerPoint de ton employeur. Vous écoutez Réseau Enfer. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Réseau Enfer, le podcast où on discute le système de santé de façon aussi invasive que possible. Le concept est simple, un infirmier anonyme, c'est moi, qui jase avec d'autres professionnels tout aussi anonymes, infirmières, médecins, travailleuses sociales, pharmaciens. Bref, tout ce beau monde assez silencieux qu'on croise dans les établissements de santé et qui a soudainement une plateforme parfaite pour exprimer leurs inquiétudes, leur indignation et leur ras-le-bol en tout anonymat. Je voudrais revenir sur le feedback que j'ai eu du premier épisode. J'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs, ça fait chaud au cœur parce que justement c'est un projet qui me tient à cœur. Et c'est particulièrement le fun de voir notre communauté de professionnels et d'employés du réseau de la santé et de citoyens engagés qui grandit. Ah, puis savez-vous le plus beau? Il y en a plusieurs qui m'ont proposé de l'aide. J'avais déjà l'aide de ma conjointe pour faire les montages, entre autres, mais maintenant, je vous annonce la nomination de 2 modératrices pour notre tout nouveau groupe Facebook Réseau Enfer, ainsi que d'une directrice de recrutement des invités qui va m'aider justement à recruter des invités pour les épisodes. N'est-ce pas fantastique? Je vous cache pas que j'apprécie toute cette aide qu'on m'a offert parce que sincèrement, je sais pas comment j'y arriverais. J'avais clairement sous-estimé l'ampleur de la tâche qui m'attendait. Bon, maintenant, on va enfin adresser l'éléphant dans la pièce. Oui, t'as bien entendu, Réseau Enfer. Et oui, si t'as tout de suite pensé à la vieille série télé Radio Enfer, c'est pas un hasard. Le nom du podcast, la petite blague d'entrée un peu provocatrice, c'est clairement un clin d'œil. C'est un hommage assumé à une époque où nos plus gros stress, c'était les exposés oraux puis le prof de maths qui essaye d'être ton ami. Pas les TSO puis les patients qui arrivent en code bleu juste comme t'allais terminer ton corps. C'est notre façon à nous d'amener des sujets lourds comme le burn-out, la surcharge, les absurdités du système, mais avec un peu de légèreté et surtout de franc-parler. Cela dit, petite note légale, on n'a aucun lien officiel avec la série et on tient à vous rassurer, aucun comédien n'a été blessé pendant la production de ce podcast. Le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui est pas facile. On va parler du burn-out. J'aime pas dire épuisement professionnel parce que ça me semble pas traduire toute la détresse que vivent les personnes qui en souffrent. Et la question qui me vient immédiatement, c'est pourquoi autant d'infirmières souffrent de burn-out? On le sait, le métier d'infirmier, infirmière est vraiment pas facile. Les statistiques de rétention de personnel, d'épuisement professionnel et malheureusement aussi de taux de suicide le confirment. Saviez-vous que sur 100 nouvelles infirmières au Québec, 44 vont quitter la profession avant 35 ans? Que 83% des professionnels en soins estiment manquer de temps pour prodiguer tous les soins requis en raison d'une charge trop lourde? Un sondage datant de 2021 révèle aussi que 94% des infirmières québécoises rapportent des symptômes de burn-out. C'est un chiffre astronomique et alarmant.
C'est un sujet un peu lourd, mais pour le traiter, on a le plaisir de recevoir une personne de cœur, souriante et vive d'esprit. Elle était infirmière clinicienne, elle a travaillé en milieu hospitalier pendant 10 ans. Elle va nous raconter comment et pourquoi elle a choisi de quitter le réseau public et même la profession infirmière. Est-ce possible de renaître après avoir quitté ce qu'on pensait être une mission de vie? Sans plus attendre, voici le témoignage brut, touchant et éclairant de notre invité. Tous nos invités ont droit à l'anonymat. Pour protéger ton identité, tu as choisi le pseudonyme Maria. Bonjour Maria, Bonjour Carl, comment ça va? ça va très bien toi? Ça va très bien. Es-tu contente d'être dans mon podcast? Oui, très heureuse de participer à ton podcast. En fait, très surprise, je pensais pas jamais participer à un podcast et surtout pas venir parler de ma santé mentale. En effet, parce que c'est de ça que tu viens nous parler, de ton épisode de Burnout, puis de ta décision de quitter le réseau de la santé et même ta profession, ce qui n'a pas dû être facile. On va en parler amplement, mais avant, j'aurais un petit quiz pour toi. Ouh, ok, je suis prête. OK, il y a des petites questions pour apprendre à te connaître. Des fois, il y a une petite saveur humoristique. Des fois, elles sont plus sérieuses. On se lance. Premièrement, as-tu gardé des réflexes d'infirmière dans ta vie quotidienne? Probablement, en fait. Est-ce que tu regardes les veines de tout le monde? Ah Est-ce que... oui, par exemple. Ah, Comme justement, l'autre fois, mon amie, elle me disait ah, ils ont jamais de la misère à me piquer. Mais tu sais, elle était pas à côté de moi, mais je me rappelais, genre, de sa grosse veine bombée dans son coude, là. tu y as dit. Oui, effectivement. Prochaine question. Est-ce que tu étais le genre d'infirmière capable de dire non? Non. Ah, mais là, tu es capable. Oui, j'ai appris à mettre mes limites. Ah, c'est bien. C'est bien. Euh, c'est une situation qui te donne encore des flashbacks de ta profession infirmière. Oh mon Dieu, quand on avait un patient en psychose qui était dans les escaliers puis qui a passé proche de pousser plusieurs infirmières dans les marches, ça m'avait quand même frappé là, de la dangerosité du milieu puis comment que ça pouvait ne pas être adapté à notre clientèle. Est-ce que ça a fini en code blanc? Oui. J'imagine. Ça sonne comme ça. Prochaine question. Un moment dans ta carrière où tu as pensé, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. C'est stupide, mais c'est à un moment donné, je suis rentrée en vitesse dans une chambre, puis j'avais pas vu qu'il y avait des selles partout sur les barreaux de ridelles, puis je me suis accotée drette d'un sel. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, là, présentement? Et aussi, un matin, je trouvais qu'il y avait une odeur de sel. C'est vraiment tout par rapport au sel, mes histoires. T'as un problème avec ça, les Apparemment. selles? Je trouvais que ça sentait donc ben le caca pour réaliser qu'il y en avait qui s'étaient logés sous ma montre. Fait que c'était toi qui sentais les selles. C'était moi qui sentais mal. Ah non. Là, je suis sûr qu'il y a plusieurs infirmières qui font arc. Sorry. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point on en demande trop aux infirmières? Mon Dieu, y a-tu genre 100 sur ton échelle? Ah ah. Fait qu'on est à ce point-là. Ouais, de ma perception, oui, on en demande vraiment, vraiment beaucoup trop. Bon, à tout le personnel soignant. Même genre de question sur une échelle de 1 à 10. À quel point on prend soin de nos infirmières? Ah, moins 1000. Il y a un gros écart quand même. Oui. Les infirmières prennent soin de tout le monde, mais qui prend soin d'eux? Pas grand monde, malheureusement. Pas le système en tout cas. Vraiment pas le système, en tout cas. La plus grande fierté de ta carrière. C'est dur à dire. Je pense que j'ai eu plusieurs moments de fierté dans le sens que j'étais satisfaite des soins que j'avais offerts, surtout côté soins palliatifs, tu sais, quand tu arrives à bien soulager les patients, que les familles te remercient d'avoir pris le temps de bien soulager. Ça, j'ai pas de moment spécifique, mais tous ces petits moments-là, je pense que je les garde dans ma petite poche près de mon cœur, puis ça me rappelle des bons souvenirs de ma profession. Puis là, on entend nos auditeurs faire Oh! En effet, la valorisation des infirmières, on va souvent la chercher avec les patients beaucoup plus qu'avec nos employeurs, malheureusement. Effectivement. On va passer au bloc devenir infirmière. Pourquoi as-tu choisi de devenir infirmière? Attends. Ta-ta-ta!
Euh, Pourquoi j'ai choisi d'être infirmière? En fait, c'était parce que je ne savais pas où j'allais dans la vie, encore comme aujourd'hui, euh, que je me suis dit, ben, je vais aller l'essayer, puis on verra ce que ça donnait. J'avais comme pas d'attente, tu sais, je savais que j'aimais aider les gens, mais sans plus, tu sais, j'avais fait mes sciences nat au cégep en anglais parce que j'aime les défis, mais je parlais vraiment pas tant anglais. Fait que, tu sais, ma cotère avait pas été très bonne. Donc, rendue à faire un choix universitaire, j'avais quand même un petit peu moins d'options. Mais c'est ça. Fait que je me suis dirigée vers le bac initial en sciences infirmières. Très bien. Puis comment tu as vécu ton entrée dans les sciences infirmières ou encore comme infirmière sur le plancher? Comment est-ce que tu as vu des problèmes tout de suite? Ben, en fait, moi, les problèmes que j'ai décelés un peu, ben, c'est pas. J'ai juste eu des expériences, en fait, difficiles lors des stages. Premièrement, le bac initial, c'est un peu beaucoup de pelletage de nuages. Tu sais, je m'attendais quand même à plus du concret, je pense, mais bref, l'université, je pense, c'est beaucoup. On vit beaucoup dans les nuages, là. Beaucoup de théories, puis Ouais, est-ce que ça va faire de toi une meilleure infirmière après ton bac? je ne crois pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures, en tout cas, dans mon temps, il n'y avait pas beaucoup d'heures de pratique, ce qui fait que rendu sur le terrain, c'est très difficile. Pendant les stages, justement, tu sais, on n'avait pas beaucoup de patients. Par contre, tu sais, mettons mon stage de médecine, j'avais tellement aimé le contact avec les personnes âgées. Tu sais, ça m'a vraiment... Tu sais, il y a certains stages qui m'ont vraiment donné le goût, puis d'autres qui m'ont fait vraiment questionner le pourquoi j'avais commencé les sciences infirmières comme mon stage en chirurgie, là. Je peux peut-être en parler rapidement. Dans le fond, j'avais eu une expérience quand même très négative lors des stages. J'avais une superviseuse de stage quand même toxique qui m'avait fait piquer un patient une dizaine de fois, puis elle m'a dit, tu vas le piquer jusqu'à temps que tu ailles sa veine. C'est des choses qui se font même pas sur le terrain, là. Non, en fait, en théorie, on apprend qu'après deux, trois fois, on passe au suivant parce que c'est pas des mannequins, c'est des êtres humains qu'on pique. Ouais, ce stage-là m'avait vraiment fait remettre en question le qu'est-ce que je faisais là. Tu sais, je dormais plus, je mangeais plus, j'étais tout le temps stressée. Mais j'ai continué, j'ai persévéré parce que j'ai une tête de cochon, puis je me disais, crime, tu sais, c'est quand même un métier qui m'attirait, tu sais, aider les gens, puis je me disais que, ben, au final, j'irais en chercher quelque chose de positif. Mais tu avais déjà des conflits de valeurs. Effectivement. Ben, tu sais, je me questionnais dans le sens que, est-ce que c'est la réalité, tu sais, est-ce qu'on fait vraiment subir ça aux gens? Euh, pour moi, ça fonctionnait pas. Mais en même temps, j'étais très impressionnable, donc je pensais que c'était un peu la norme, que je me suis rendu compte rapidement que ce n'était pas, là. Quel genre d'infirmière t'étais au début? Euh, Quel genre d'infirmière j'étais au début? Ben, impressionnée. En fait, quand je suis arrivée sur le plancher pour la première fois, je capotais, là, tu sais, dans le sens on avait une charge quand même grande, euh, qu'on n'était pas prêt, là, tu sais, je me sentais pas prête à avoir cette charge-là. Mais par contre, j'appréciais tous les moments que je pouvais passer avec ma clientèle gériatrique. Parfait. C'est un travail difficile dans lequel on est confronté à beaucoup de situations différentes, heureuses, tristes, inhumaines, agressives. Fait que comment tu vivais avec ça au début? Ben, beaucoup d'anxiété, tu sais, dans le sens que il y a tellement de choses qui arrivent, tu sais, il y a tellement de trucs qu'on n'est pas préparé à. Tu sais, que faut être instinctif, mais en même temps, on a peur, on est confronté à vraiment des situations qu'on n'a pas vues dans les livres, là. Tu sais, c'est comme, tu passes de des gens hyper agressifs à des gens qui sont en train de mourir, à des... Tu sais, fait que c'est vraiment des situations que ça peut être difficile à gérer. Parfait. On peut parler de ce que tu vivais au quotidien sur ton, qui t'a conduit vers le burn-out. Selon toi, c'est quoi le facteur numéro un? Je pense vraiment que c'est le manque de temps. Puis l'effet que ça avait sur moi, tu sais, dans le sens que comment moi je me sentais à la fin d'un corps de travail en ayant l'impression d'avoir couru après mon temps, de ne pas avoir pu écouter la phrase au complet que Georgette était en train de me dire ou non fictif là, j'ai jamais ben j'ai jamais sûrement que j'ai déjà choigné une Georgette mais je me souviens pas de lui avoir coupé la parole pour exemple aller essayer d'en rattraper un qui courait nu-fesse sur le département là exemple mais de pas pouvoir être à 100% disponible pour un humain qui a
besoin de ton attention au complet. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est venu briser quelque chose en moi. On revient encore au conflit de valeurs, je veux dire. Toi, tu jugeais que tu devais donner cette écoute active-là à tes patients, puis par manque de temps, par surcharge de travail, tu étais obligé de couper ces moments-là souvent. Ouais, exactement. Puis tu sais, sur le terrain, il y a beaucoup de paperasse à faire. Il y a beaucoup, tu sais, aussitôt qu'il arrive quelque chose, c'est encore plus de paperasse. Aussitôt que, tu sais, tous les mots que tu dis à quelqu'un, il faut que tu les écrives au final. Fait que ça devient, d'une certaine façon, là, c'est une façon de parler, mais comme ça devient tellement lourd en paperasse que ça coupe énormément de temps en parole avec les gens que, non, c'était vraiment, pour moi, c'était devenu très difficile. Donc, tu courais après le temps en bonne infirmière docile. Est-ce que tu coupais tes pauses aussi? Oui, quand même, c'est des choses qui arrivaient quand même souvent parce que soit j'avais pris trop de temps dans une chambre pour justement écouter quelqu'un qui est en panique d'ennui, puis moi après j'ai des dossiers à terminer, ou tu sais même parfois en soins palliatifs, ça m'arrivait à l'occasion de sortir avec des patients fumés parce que pour moi c'était important que s'ils voulaient fumer puis qu'il y avait personne, ben que je puisse tu sais, c'est pas reposant être moi qui est une personne pas tant sociale de entretenir ma pause à jaser avec un patient qui a besoin, tu sais pour moi c'était hyper fatigant, mais en même temps ça me faisait tellement plaisir, tu sais. Quand c'était pour quelqu'un, c'était correct, mais quand c'était pour la paperasse, ça me faisait un peu plus chier, mettons. Oui, je comprends tout à fait. Puis, quand je disais en bonne infirmière docile, c'était pas une insulte pour personne qui nous écoute, là. C'est juste que je remarque que les infirmières qui... Il y a beaucoup d'infirmières qui cherchent à compenser le manque de temps, la surcharge de travail, les multiples contraintes qu'on a sur le plancher, en travaillant plus, en coupant les pauses, en travaillant plus vite. Ouais. Donc, c'est peut-être une habitude qu'on a pour arriver à finir notre quart de travail puis avoir une semi-conscience soulagée. Mais en même temps, c'est juste un plaster qu'on met sur le système qui est brisé. Ouais, définitivement. Puis, faudrait arrêter de faire ça, mais en même temps, c'est dur, tu sais, surtout quand t'es habitué ou perfectionniste. Tu sais, je pense qu'on est beaucoup à être perfectionniste, on est beaucoup à déléguer. En même temps, oui, il faut déléguer, mais il y a des choses qui se délèguent pas. Moi, je me rappelle, dans le temps, quand j'ai commencé, si tu déléguais à une vieille infirmière, tu te faisais regarder comme si t'avais pas rapport, là, finis tes affaires. Tu sais, c'était des choses qu'on nous a appris rapidement, que ça se faisait pas, mais en même temps, on y arrive pas si on s'entraide pas. Puis je pense que c'est ça que moi, j'ai trouvé que le milieu avait perdu l'entraide entre collègues. Tout le monde est surchargé, qu'on s'aide même plus, on se regarde plus, c'est tough, là. Ici, on se serre pas les coudes, on y arrivera pas. Puis je dis on y arrivera pas, mais je suis même plus là-dedans, mais je sais que ça pourra pas continuer à être comme ça. C'est clairement le nœud du problème dans ta situation qui t'a mené vers le burn-out. Mais il y en a d'autres. Le deuxième qui t'aurait affecté le plus selon toi. L'entraide qui était inexistante, ça, j'ai trouvé ça super dur, puis c'est justement, j'en parlerai peut-être plus tard, qui m'a fait craquer, là, que crime, j'avais besoin, puis il y avait personne, de pas se sentir supporté par nos gestionnaires aussi, tu sais, qui nous voient écrouler, qui nous... En fait, nos gestionnaires, de ce que je me souviens, nous évitaient un peu le matin, tu sais, nous autres, on avait la sueur qui coulait, on avait les larmes aux yeux, et mon Dieu, je me souviens comme un matin, c'était un ancien gestionnaire, je broyais tellement que... Ça a commencé de bonne heure, moi, que je broyais, parce que je suis quand même hypersensible, puis que il y a beaucoup de choses qui me touchent, il y a beaucoup de... Tu sais, je contrôle pas ça. Moi, quand je pleure, ben, je pleure parce que faut que ça sorte, tu sais. Puis ma boss m'avait regardé le matin, elle dit, arrête donc de brailler, toi, puis elle était partie. Tu sais, j'étais comme si, non, ça va-tu? T'as-tu une grosse nuit? T'as-tu... J'y demandais pas un câlin, là, mais tu sais, Aucun soutien. j'étais comme, tu veux pas savoir ce qui se passe? Tu veux pas, tu sais, je sais pas, non, ça t'intéresse pas, t'es ma boss, ok. Au lieu de me diminuer puis de me narguer quasiment. Ouais, ouais, vraiment. Donc, nos auditeurs viennent de comprendre que tu travaillais la nuit. Tu parlais de quand on croise les gestionnaires le matin. Euh, sur le quart de nuit, justement, est-ce qu'il y avait des conditions, veux pas, vous êtes un peu en sous-effectif, puis quand ça va mal, ça peut aller mal rapidement
parce que vous êtes en sous-effectif, puis s'il y a un patient qui va pas bien, il faut travailler fort dessus. Comment tu nous décrirais ça? C'est le chaos. C'est le Quand, chaos. quand ça va bien, ça va bien. Honnêtement, tu sais, tous les gens qui travaillent de nuit savent que les patients, ça dorme pas la nuit, tu sais, mais il y a certaines nuits qui vont mieux. Mais quand que tu es si peu de personnel pour quand même beaucoup de patients, aussitôt qu'il y en a un qui décompense, puis ça va mal rapidement, là. Tu sais, rapidement, on tombe comme si on était en sous-effectif, puis aussi le fait qu'il n'y a pas de médecin la nuit. Vous aviez pas de médecin sur votre unité. Non, on n'avait pas de médecin, donc c'est toujours les appeler, là, ils rappellent pas tout de suite, là. Des fois, c'était des problèmes de téléphonistes qui arrivaient pas à rejoindre, là. Rappelle un autre. Tu sais, on perdait énormément de temps sur des histoires de téléphone. Après ça, c'est d'écrire l'état du patient. OK, des fois, ils comprennent pas. Tu sais, c'était tout le temps se battre pour avoir des affaires. Ben, j'imagine la scène, c'est un peu un premier appel, une première prescription, un deuxième appel parce que là, il n'y a pas de changement chez le patient ou parce qu'il y a un autre changement chez le patient. Bref, le téléphone se faisait aller. Oui, tout à fait. Puis ça prend beaucoup de temps, ces histoires de téléphone-là. Pendant ton entrevue au téléphone avec moi, on avait parlé aussi de la complexité des soins pour toi. C'était très problématique sur le corps de nuit, justement. Est-ce que c'est un peu un lien avec l'absence des médecins la nuit que ça compliquait la situation quand il y avait un patient instable? Je pense que oui, tu sais, le fait de ne pas avoir un médecin qui peut venir évaluer le patient, tu sais, au moins ça surcharge ça décharge un peu quand que le médecin peut venir évaluer directement le patient, faire ses prescriptions, au lieu que ce soit moi qui appelle, tu sais, c'est comme, ça nous aurait aidé. Mais côté complexité des soins, et je pense que je l'ai vu évoluer pendant mes 10 ans de carrière. Dans le fond, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus, je dirais, tu sais, les patients venaient pour une chose, mais on dirait qu'il n'y avait pas une panoplie de maladies qu'on voit maintenant. Puis Ils sont, il y a- Aujourd'hui, ils sont admis pour une raison, puis on leur découvre à peu près 8 autres diagnostics pendant l'hospitalisation. Est-ce que c'est ça que tu parles? oui, c'est ça. Puis tu sais, souvent, ils vont compliquer sur une autre raison complètement de ce qui était à l'origine, tu sais. Fait que, puis aussi, ce que je voyais, c'est que les gens vivent de plus en plus vieux. Fait que, tu sais, des centenaires, on en avait, mais tu sais, c'est des centenaires que t'appelles le médecin la nuit, puis faut le sauver, là. Tu sais, c'est des transferts aux soins, c'est des que des fois, tu sais, la famille ou les patients sont même pas au courant, là, comme, tu sais, ça a pas été parlé, ça a pas été... Fait qu'on s'acharne, au final, toute une nuit, toute une journée, toute une soirée, sur des patients que eux, ce qu'ils auraient voulu, c'est juste mourir, tu sais. Donc, niveau de soins pas clair, puis en plus, on a plus tendance qu'avant à faire de l'acharnement médical selon toi. Est-ce que ça décrit un peu la complexité de tes corps de travail? Oui, vraiment. Tu sais, des patients, tu sais, pas qui compliquent, juste de routine qu'on doit piquer à tous les matins. Ils ont 100 ans, là. Tu sais, genre, à quel point on a besoin. Puis, tu sais, je veux dire, pour nous, la routine du matin, une prise de sang, c'est quand même, ça nous prend du temps, c'est de l'installation, c'est des soins que. Puis, le patient, il est tanné, là. Il est tanné de se faire piquer, tu sais. C'est parce qu'il est rendu au bout de sa vie. Tu sais, il est pas là. Tu sais, t'apprends rien de nouveau à le piquer à tous les jours, tu sais. Puis ça, c'est un exemple, les prises de sang, là, mais tout ce qui est examen, tout ce qui est même prise de médicaments, des fois que t'es comme, mon Dieu, tu sais, ils veulent faire, que je trouve, qu'ils veulent faire du neuf avec du vieux, tu sais, à un moment donné, à un moment donné, c'est parce que son cœur est fini, là. Je vais citer, Maria, un extrait de ta lettre de démission que tu m'as fournie. J'aimerais que le public voie l'horreur que nous constatons à chaque quart de travail. Nomme-moi quelques-unes des horreurs dont tu parles. Ben, justement, tu sais, comme l'acharnement thérapeutique qu'on fait, tu sais, des fois, on s'acharnait sur un patient, puis les familles arrivaient le lendemain, puis ça n'a pas de bon sens, j'ai jamais demandé ça. Puis s'ils voyaient tout ce que ça a pris pour qu'on ait ça, parce qu'il y a certains patients que, justement, la clientèle gériatrique avec laquelle je travaillais, tu sais, qu'aussitôt qu'ils allaient moins bien, ils tombaient en délirium, des patients qui se mettent à ne pas collaborer, qu'on doit attacher pour faire les soins qu'on a à faire, qu'on doit être à plusieurs intervenants pour les tenir et les forcer. Ça fait partie des horreurs Puis ça et tout ce qui est violence
qu'on vit au quotidien, tu sais, c'est pas la faute des patients, tu sais, beaucoup sont déments et tout, mais tu sais, la violence physique, la violence psychologique, c'est tous des trucs que quand on n'est pas dans le milieu, qu'on n'a pas connaissance, mais que quand tu vis ça, ça devient ton quotidien, c'est normal, mais en même temps, c'est l'horreur, là. En même temps, ça a un impact sur le long terme. Puis, quand tu es dans cette situation-là, puis que tu n'as aucun soutien de la part de tes chefs ou même de l'organisation, ça peut virer, justement, comme ça a viré pour toi, en burn-out. Oui, effectivement. Ça devient trop, ça devient... C'est que tu te mets toute cette charge-là sur tes épaules, puis tu sais pas où aller chercher ton aide, tu sais, parce que t'en parles au gestionnaire, ben c'est comme ça, tu sais, tu demandes du personnel de plus, ben on peut pas. Tu sais, il y a comme jamais, il y a jamais personne qui a une solution à ton mal-être d'une certaine façon, tu sais, c'était pas moi personnellement, mais juste plus la situation va pas bien, on a besoin, mais c'est comme s'il y avait jamais rien à faire, fait que tu continues comme si de rien n'était, puis ça l'use au cours des années, tu sais. Il n'y avait pas d'oreille pour toi, puis il y avait une porte fermée qui t'attendait quand tu voulais en parler. Oui, tu sais, c'est sûr que j'ai pas parlé de comment moi je me sentais, tu sais, c'était vraiment... Pour trouver des solutions que tu allais les voir. Oui, c'est ça exactement, tu sais, parler des situations qui ont pas de bon sens et tout. Fait que oui, effectivement, je me sentais pas écoutée. Concernant ton burn-out, quels ont été les premiers signaux que toi t'as remarqués? La fatigue, je pense, tu sais, j'ai eu de la misère à m'en rendre compte. En fait, je pense pas que je m'en suis rendu compte, tu sais, j'ai toujours vécu du stress au travail, tu sais, je me suis toujours mis de la pression, peu importe ce que je faisais dans la vie, tu sais, je suis quelqu'un qui veut performer, je suis quelqu'un qui a toujours été stressé, mais que ça m'a jamais empêché de rien faire. Par contre, je me souviens, peut-être 2 ans avant que je fasse vraiment mon épuisement professionnel, euh, j'ai passé une période que je faisais que pleurer. Tu sais, j'avais même contacté la clinique en leur disant je comprends pas, je vais pas bien, j'ai arrêté de manger. Fait qu'ils m'avaient donné rendez-vous. Puis, tu sais, moi, la première chose que j'aurais dit, j'ai dit je veux pas être arrêtée. Tu sais, c'était comme, pour moi, c'était impossible que j'arrête de travailler. Tu sais, c'était comme, j'imagine que dans mes mentalités, dans mes, tu sais, T'étais l'infirmière qui se sacrifie. ouais, c'est comme si, ben, qui va être là si je suis pas là, tu sais, comme si j'étais si importante, mais tu sais, au final, j'aurais dû prendre soin de moi à ce moment-là, mais j'ai pas fait, tu sais. Il m'avait, euh, il m'avait donné les contacts d'un travailleur social qui m'avait appelé. J'avais jamais répondu, tu sais, j'étais très fermée à l'idée que c'était dans ma tête. Tu sais, moi, je me disais, mon corps va pas bien, tu sais, je pleure, j'ai pas faim, je me sens toujours mal, mais j'ai pas besoin d'un travailleur social, tu sais. Pour moi, ça voulait rien dire, là. Fait que t'as été longtemps dans le déni. Oui, vraiment, définitivement. Puis, à quel point tes symptômes sont devenus intenses? Je faisais énormément de crises de panique sur le département. Tu sais, des fois, j'allais aux toilettes pour faire une crise de panique. Je pleurais de plus en plus pendant mes corps de travail. Je dormais beaucoup. J'arrivais pas, tu sais, j'avais aucune énergie. Ça a été comme insidieux, je pense, ça s'est comme placé tranquillement, mais je pense que tout le monde voyait autour de moi que ça allait pas, tu sais, je buvais beaucoup, tu sais, j'avais vraiment des comportements destructeurs envers moi-même, mais la seule personne qui pouvait prendre cette décision-là, que j'allais pas bien, c'était moi, puis j'étais pas rendue là. T'étais pas prête. Mm. Puis, donc, tu parles de boire beaucoup. Rendu là, j'assume que ça a eu un gros impact sur ta vie personnelle aussi. Ben, c'est sûr, tu sais, puis j'ai pas l'alcool joyeuse, fait que je buvais, je braillais. Tu sais, c'était pas le fun, là, tu sais. Quand je décidais que je buvais, il y a personne qui avait du plaisir, là. Fait que oui, ça a été dur sur ma vie personnelle, tu sais, pour mon conjoint, que je sois toujours... Tu sais, qu'il savait jamais comment me prendre, parce que tu sais, j'étais toujours un peu sénère, j'étais... Autant que je pouvais, tu sais, j'avais encore un peu de joie en moi, mais, tu sais, pas comme je vois que je suis aujourd'hui, tu sais, que j'ai beaucoup plus des bonnes journées que des mauvaises. Tu sais, j'en ai encore, mais avant, c'était vraiment, vraiment plus souvent des mauvaises journées. Tu sais, j'étais toujours dans ma tête, toujours dans mon anxiété. Même quand j'étais pas au travail, j'étais au travail, là. Vraiment à vif aussi. Ah oui, mon Dieu, tu sais, j'étais très prime, toujours, tu sais, aussitôt que quelqu'un faisait quelque chose d'un peu
qui faisait pas mon affaire, tu sais, je le confrontais, puis tu sais, j'étais pas dans le caring avec les autres, là. Est-ce que selon toi, ça affectait la qualité de ton travail? Je pense que oui, malheureusement, parce que à un moment donné, c'est comme si j'avais tout vu puis il y avait plus rien qui m'impressionnait. Tu sais, je manquais d'empathie. En fait, c'est comme si je ressentais plus rien. Tu sais, plus rien m'attristait, puis pourtant, avant, tout me faisait de la peine, tout venait me chercher. Mais là, quand quelqu'un était demandant, tu sais, j'étais juste, j'avais pas l'énergie pour lui répondre. Tu sais, Fait que c'est devenu quand même difficile quand tu te mets à réaliser que crime, je suis où là-dedans, là? C'est comme si j'étais plus là, j'étais déconnectée complètement, là. Ben, c'est connu qu'un soignant qui est épuisé soigne moins bien. Mm, C'est un fait, tout simplement. mm. Euh, Tu voulais nous raconter ton dernier quart de travail. Oui. En fait, mon dernier corps de travail, ben c'était un peu dans la thématique d'acharnement qu'on parlait et de non-entraide entre collègues de travail, là. C'était en zone chaude. Parce qu'au début, mon Dieu, que la zone chaude, tout le monde voulait y travailler parce que c'était un nouveau défi. Ils mettaient tout leur personnel là-dedans. Puis, tu sais, oui, t'avais du travail, ça faisait changement, mais t'avais du personnel. Mais plus ça allait, Plus tout le monde s'est tanné de la maudite COVID. effectivement. Et ils ont retiré aussi le personnel qui travaillait. Tu sais, on n'était plus des grosses équipes à travailler en zone chaude. C'était comme, ben, toi, tu vas travailler dans ta zone chaude puis tu vas être tout seul, tu sais. Fait que, ben, évidemment, j'ai eu un patient qui complique et j'ai passé ma nuit à m'acharner sur ce dit patient. Ça, c'est mon avant-dernière nuit. La nuit suivante, j'ai encore cette patiente-là. Je sais que je vais être après toute la nuit parce qu'il y a de la famille au chevet. Tu sais, je sais pas comment ça a viré, mais je sais que, tu sais, dans le rapport, on en parle, donc que ça va être fait que je demande à mon AIC à l'époque, ben est-ce qu'on peut modifier un peu la répartition pour m'enlever un peu de charge parce que j'y arriverai pas la nuit passée, j'y ai pas arrivé, fait que je vois pas comment j'y arriverais actuellement avec le même genre de patient. Finalement, ben non, l'autre elle veut pas, non, machin, bon, c'est correct, tu sais, on se lance, on n'a pas le choix, tu sais, on a des patients qui nous attendent. Fait que la patiente était tombée en soins palliatifs, puis là, la famille était pas contente, là, tu sais, c'était vraiment, je comprends pas que vous êtes acharnés toute la nuit, non, non, t'es pas après moi, là, mais juste comme, La situation était inconfortable parce que oui, c'est toi qui avais à justifier qu'est-ce qui s'était passé parce que c'est toi qui es là pour leur répondre. oui, c'est ça, tu sais, c'était vraiment plus, tu sais, je l'ai pas pris sur moi parce que c'était pas de ma faute, mais en même temps, j'avais de la peine, tu sais, je suis très hypersensible, fait que je ressens tout ce que les gens ressentent, puis j'avais de la peine pour cette famille-là, qu'on se soit acharné puis que c'est pas ça que la patiente aurait voulu, c'est pas ça que la famille. Fait que, tu sais, j'ai parti ma nuit en ayant de la peine parce que, ben, justement, tu sais, la famille était insatisfaite. Après ça, ben, la patiente était très inconfortable quand je suis arrivée. Fait que là, ça a été de me battre toute la nuit avec le résident pour avoir des doses adaptées, pour avoir, tu sais, pour pouvoir soulager adéquatement une famille insatisfaite parce que ça allait pas. Il y a un moment dans la nuit, que la famille, la fille de la patiente, a voulu parler au médecin au téléphone et je l'entendais crier. J'étais à l'autre bout du corridor puis elle criait au téléphone au médecin. Pour vrai, c'était tellement épouvantable. Tu sais, à quel point il faut se battre pour avoir de la médication pour soulager. Tu sais, c'est comme si, moi, j'arrivais même pas à en avoir, puis j'ai quand même, tu sais, j'ai quand même de l'expérience, j'ai quand même des connaissances. Il a fallu, au final, parler au patron pour avoir le nécessaire, puis après, ça a bien été, mais honnêtement, après cette nuit-là, au matin, je faisais juste pleurer, là. C'était trop. Puis dans le fond, système, mon gestionnaire est venu me voir au matin pour savoir comment ça... Puis ça, c'est drôle parce que oui, je vais me perdre un petit peu, mais ma gestionnaire, elle m'a dit, je comprends pas, mais t'aimais pas ça être en zone chaude, tu sais, tu t'étais porté volontaire. J'étais comme, oui, au début, tu sais, quand on avait du personnel, tu m'as jamais redemandé si ça faisait mon affaire. Puis je suis pas mal sûre, je t'allais dire que je trouvais ça intense, tu sais. En tout cas, bref, C'est probablement parce que toutes les autres sont allés la voir pour s'en aller de la zone chaude. T'es je... restée toute seule. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, fait que quand elle est venue me parler ce matin-là, j'y ai dit demain, ben, je rentre pas.
De même, là, sur un peu un coup de tête, là. C'était un peu une impulsion qui t'a fait dire ça. Mm, Ou t'as mûri ça pendant ces Non. 2 jours-là. En fait, c'était comme... Parce qu'il me restait encore 2 corps de travail à faire dans ma série, parce que la nuit, ben, souvent, on fait nos séries collées. Euh, Fait que non, j'y ai juste dit demain, je rentre pas. Juste OK, parce... juste demain, OK, OK. Oui, ouais, demain, je rentre pas. Puis c'était pas comme, tu peux-tu m'arranger? Tu sais, c'était juste... Puis d'habitude, je suis quand même plus posée que ça, puis un peu plus... Ben, tu nous l'as dit au début, tu dis pas non d'habitude. Non, Fait que là, tu mettais enfin ta limite. ouais, C'était trop. ouais, oui, en pleurant, puis genre, demain, je rentre pas, puis tu sais, je veux dire, j'étais rendu loin, là, pour m'affirmer comme ça, moi qui m'affirmais jamais, puis... Fait qu'elle m'avait dit, ben, je vais essayer. J'ai dit, non, non, t'essayes pas, je rentre juste pas. Fait que finalement, t'es pas rentré. Mm. Fait Puis t'as décidé de consulter. non, pas tout de Même suite. pas, même pas. Non. J'ai passé, je pense, ces 2 journées-là à pleurer. J'ai une photo de moi je sais pas si c'était cette journée-là, mais c'est une photo que j'ai avec mon chat, puis j'ai tellement l'air malade. Ça m'a frappé. À chaque fois que je revois cette photo-là, ça me fait tellement de la peine de voir ça, mais ça démontre tellement le mal-être que je vivais. Moi, je pense que je l'aurais supprimé. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas supprimé, en même temps, ça me rappelle d'où je viens puis Ouais. où je suis rendue aujourd'hui. Fait que c'est quand même un... Fait que t'as quand même une fierté en voyant. Ouais! Tu ressens la tristesse en regardant la photo, mais ça te montre qu'aujourd'hui, t'es beaucoup mieux. Oui, vraiment. Euh, Puis aussi, ça montre beaucoup comment les animaux, ils peuvent nous aider dans ces situations-là. hum, Puis hum. ça me fait du bien quand même de voir ça. Mais non, c'est ça. Fait que oui, j'ai passé... Là, je me recrinquais à aller travailler parce qu'il me restait une nuit à faire à ma série, tu sais. Mais même si j'avais juste, tu sais, j'avais dormi, pleuré, puis rien fait d'autre de ces journées-là, rendu, je pense, à 10 heures, j'étais à 10 heures le soir, je vais dans la douche, j'ai mal, j'ai mal à mon corps. Juste de me laver, ça me fait mal parce que je m'étais pas lavée de toute, j'avais pas l'énergie. Fait que je me lave, je m'habille, puis mon corps me fait mal. Je sais pas, je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment. Ben, je prends mon char. Tu sais, ça devient tellement une routine. Automatiquement, On est dans un on est automatisme. programmé, on prend Oui. notre char, on s'en va travailler, on marche, puis Ouais. on arrive jusqu'au département. Ouais. Puis là, évidemment, j'étais pas dans la zone chaude. J'avais changé d'équipe de travail. Il y avait mis plus de personnel aussi. Mais même à là, j'ai juste figé. J'étais m- mon corps puis ma tête ont juste arrêté de fonctionner, puis j'ai fait comme non, mais je peux pas travailler. J'ai appelé tout de suite un cordeau, puis j'ai dit ben, faut que je m'en aille. Je suis pas capable. Physiquement, t'étais pas capable d'aller commencer tes tâches. Physiquement, c'est comme si tout mon corps avait lâché, là. Juste, il y avait plus rien à faire. J'étais comme, il y avait plus rien. Ça a dû faire une discussion intéressante avec le cours d'eau. Oui, effectivement. Ben, en fait, c'était comme, ben non, tu t'en vas pas, genre, si t'es sa répartition, c'est parce qu'on a besoin de toi. Je comprends, mais c'est impossible. Tu sais, c'est comme dur à justifier. C'est comme, je suis physiquement là, mais je suis physiquement incapable de travailler. Mais heureusement, j'avais une assistante en or à l'époque qui était comme, ben oui, va-t'en, il n'y a pas de problème. Puis tu sais, cette chaleur puis cette douceur-là, c'est quelque chose qui m'a fait bien partir, non culpabiliser du fait que je suis retournée chez moi, tu sais, même, il y a de l'inquiétude, tu vas être correct pour conduire, puis tout ça, puis tu sais, moi, j'avais juste envie de pleurer, puis tu sais, mais non, heureusement qu'il y a encore des gens comme ça qui existent. Si on en vient à ta décision de demander un arrêt de travail, est-ce que ça a été difficile? Si on parle, tu parlais de culpabilité, est-ce que tu as ressenti de la culpabilité ou un soulagement? Ben, en fait, je t'ai rendu à une étape autre que la culpabilité, puis c'était vraiment, je pouvais plus, j'étais plus capable, tu sais, fait que, Il n'y avait pas d'autre option dans ta tête. non, ben non, parce que mon corps, il voulait plus, fait que ça faisait juste du sens, tu sais, pour moi, ben, de demander un arrêt de travail parce que, ben, je pouvais plus travailler. Oui, ouais, tu le sentais que c'était impossible. Ouais, exactement. C'était quoi les réactions autour de toi? On parle de ton entourage, tes collègues, tes chefs. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de surprises où les gens s'attendaient, ou ils savaient mieux que toi peut-être que tu étais rendu là?
Je pense qu'effectivement, il n'y avait pas de surprise pour personne. Tu sais, personne m'a fait comme Oh my God, t'es arrêté, genre, tu sais, c'était comme. On s'attend à ça, je pense. On s'attend tout le temps à ce que les gens, nos collègues infirmières se fassent arrêter parce qu'on voit comment ils souffrent, tu sais. Puis je veux dire, on faisait des blagues entre collègues qu'on voulait se pousser dans les marches, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Pour être arrêté. Oui, parce que une douleur psychique, psychologique, c'était pas suffisant, fallait que quelqu'un se casse le bras, puis tu sais, c'est con, on travaille là-dedans, mais tu sais, même nous, on trouve ça dur, des blessures qu'on voit pas. Tu sais, c'est plus facile à traiter quelque chose qu'on voit que quelque chose qu'on voit pas. En effet. Sinon, parle-nous du soutien que tu as eu de ton employeur. Oui, fait que dans le fond, je me suis fait arrêter par un médecin en clinique. Euh, Elle m'a recommandé de faire affaire avec le service d'aide aux employés parce que c'était quelque chose quand même rapide, tu sais, puis visiblement, j'avais vraiment besoin de soutien psychologique. Fait que j'ai appelé après ma rencontre avec le médecin pour avoir de l'aide. Puis on m'a donné un rendez-vous, je crois, le soir même ou le lendemain avec un travailleur social. Fait que je me dis, bon, la première fois, j'ai refusé l'aide d'un travailleur social, je vais l'accepter. On va voir où ça va nous mener. Tu sais, De toute façon, tu étais clairement dans le besoin. j'avais, oui, c'est ça. Là, fallait que j'en parle parce que ça allait pas du tout. Fait que j'ai ma première rencontre avec le travailleur social, tu sais, c'est correct. Tu sais, moi, j'ai jamais, c'est pas une fierté, j'avais jamais consulté pour un suivi psychologique. Fait que je sais pas, moi, à quoi m'en tenir. Fait qu'avec le soutien d'aide aux employés, on a, je pense, 3 consultations d'1 heure gratuite. Fait que la première rencontre commence, on jase, nanana. Après une demi-heure, il me dit, bon, ben, tu dois être fatigué, hein, on peut arrêter cela, puis reprendre notre rencontre à un autre moment. Fait qu'il me donne un autre rendez-vous. Tout ça se fait au téléphone. Fait que je suis comme, bon, ben, c'est parfait. Tu sais, moi, dans ma tête, mon temps se cumule, tu sais, j'ai pris une demi-heure, fait que, Tu penses que tu vas pouvoir reprendre la demi-heure de ton heure une ouais, autre fois. moi, dans mon monde de licorne, c'était 30 minutes, il me reste un 30 minutes, fait que ça me donne plus de rencontres. Tu pensais pas qu'il venait de te voler une demi-heure. Exactement, surtout que c'était un, tu sais, c'est un service dont j'avais extrêmement besoin, donc pour moi, ça faisait du sens. Fait que j'en pense pas grand-chose, tu sais, je suis extrêmement fatiguée parce que j'ai vécu tellement de choses dans la dernière semaine que t'es tellement vulnérable que tu vois rien, là. Tu suis la vague, puis tu sais pas trop. Fait que je fais ma deuxième rencontre, tu sais, je trouve ça vraiment difficile. Je l'entends manger au téléphone, tu sais, je suis comme ah, c'est bizarre, tu sais, je m'aurais attendu Il à... est à l'aise. Ouais, mais tu sais, je m'attendais à, je sais pas, un petit peu plus Professionnalisme. ouais, d'écoute active, que Ouais. t'entends, tu sais, le micro-ondes, les trucs de même, tu fais comme, my God, je le dérange, tu sais. Mais bon, Est-ce qu'il a flushé aussi? non. Mais, tu sais, j'ai tellement besoin, je m'en rends pas compte. Tu sais, c'est comme, je suis la vague, puis on y va, tu sais. Encore une fois, la rencontre, il la coupe. Tu sais, ah, tu dois être fatigué. Il me donne un genre d'exercice à faire, ou je sais pas trop, puis on se reparle dans quelques jours. Fait que c'est bon, tu sais. Puis la troisième rencontre, ben, c'est encore la même chose, tu sais, on parle, puis c'était pas juste qu'il coupait la rencontre, mais c'est qualificatif que je remets en question, tu sais, je me rappelle de comment je me sentais pas bien, de comment je vivais de la dysmorphie corporelle à ce moment-là parce que je me sentais vraiment mal dans mon corps. J'avais de la misère à me regarder, puis tout ça, puis tu sais, je lui dis ça, tu sais, je me sens grosse, je me sens pas bien, nanana, puis il me dit, ben, t'as juste à te peser. Oh my God. La chose à ne pas dire. J'étais comme... Tu sais, moi, je le savais que c'était plus dans ma tête le problème, mais tu sais, c'est comme, ben, OK, genre, je vais aller m'acheter une balle. Tu sais, tu le sais pas, là, tu sais pas c'est quoi recevoir de l'aide psychologique, fait que tu te re-questionnes pas tant, mais après mes rencontres, je me sentais pas bien, là, je me sentais pire. Rétrospectivement, tu le sais qu'il te nuit plus qu'il t'a aidé. Définitivement. Parce qu'on va se le dire, est-ce que ça te prenait vraiment un travailleur social pour t'écouter ou un psychologue? Je pense que, tu sais, je pense que les travailleurs sociaux, ils font des très bons suivis psychologiques et tout ça. Je pense que la problématique, c'était vraiment lui. OK. Que, tu sais, j'ai pas eu de suivi, moi, personnellement,
par la suite avec un travailleur social, mais je pense vraiment que c'est lui que... Puis je sais pas comment sont rémunérés, je sais pas. Mais tu sais, j'avais vraiment l'impression d'être comme une mouche sur sa soupe, là. Tu sais, je le dérangeais ou... Tu sais, je me sentais pas accueillie, je me sentais pas... Puis encore une fois, à la dernière rencontre, il l'a coupé. Puis il m'a dit, bon, ben, c'est notre dernière rencontre, là. Si tu veux continuer, ben, tu peux me rejoindre à... Tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme, c'est sûr que je le recontacte jamais, mais en même temps, j'étais full en panique parce que j'avais plus de suivi psychologique, tu sais. Moi, je croyais que j'aurais eu d'autres suivis parce que on coupait. Fait que j'étais complètement désemparée, là. Je me rappelle comment, après cette rencontre-là, j'étais démolie, j'ai fait une grosse crise de panique. Là, je voyais noir. Fait que tu étais dans un état pire après tes 3 rencontres avec lui qu'avant. Définitivement. J'ai vu aucune amélioration de ma santé psychologique autre que de m'effrayer, de me dire que, ah ouais, c'est comme ça, aller chercher de l'aide psychologique. Tu sais, j'ai-tu vraiment envie de continuer? Heureusement, tu sais, j'avais quand même l'exemple de gens dans mon entourage qui avaient vécu beaucoup d'anxiété, puis qui avaient eu affaire à des psychologues. Puis je suis allée me chercher quelqu'un que je savais qui avait aidé, quelqu'un que je connaissais finalement. OK. Raconte-nous la suite. Qu'est-ce qui nous amène ensuite jusqu'au jour de ta démission? Euh, Beaucoup de suivis médicaux. En fait, oui, beaucoup de suivi psychologique parce qu'un coup que j'ai contacté la psychologue en question, tu sais, rapidement, je me suis sentie accueillie, je me suis sentie bien, j'ai fait comme, OK, là, c'est ça des soins, un soutien psychologique, puis à partir de là, ben, je la voyais aux semaines, puis je peux pas dire rapidement, j'ai vu l'amélioration, mais au moins, je me sentais suivie, tu sais, je me sentais... Il y a, au moins, t'as arrêté de détériorer. Oui, c'est ça. Il y avait une sorte de cadre, tu sais. Mhm. J'allais pas mieux, mais au moins, je me rattachais à une fois semaine, je vais parler à quelqu'un qui va m'aider à aller mieux, tu sais. À part des suivis psychologiques, ben, quand tu es en épuisement professionnel, puis ils appellent ça un genre de trouble de l'humeur ou je sais pas trop quoi, tu dois rencontrer le médecin à tous les mois pour voir si c'est encore valide ton arrêt. Est-ce que, comme moi dans mon cas, ben, on a dû introduire la médication pour l'anxiété. Euh, Fait que c'est ça. À chaque mois, tu rencontres le médecin, fait que tu retombes un peu dans tes crottes, là. Tu reparles de comment tu vas. Puis des fois, c'est dur parce que tu as l'impression qu'il faut que tu te justifies. Tu sais, il faut comme que tu... Faut que tu lui donnes une raison de continuer ton arrêt, sinon tu sens qu'il va te l'arrêter, ton arrêt. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on le voit pas, c'est pas comme j'ai une fracture à la jambe, tu sais, Ouais, c'est comme, faut pas j'en mette, mais faut que je lui montre, tu sais, faut que j'y donne du jus, tu sais, c'est comme, faut que j'y en parle, faut que... ouais. C'est dur à chaque mois de parler à quelqu'un d'externe, tu sais, en plus de parler à un psychologue, de reparler au médecin à tous les mois, puis aussi s'ensuit les suivis de l'hôpital. L'hôpital t'appelle pour savoir si c'est encore justifié que ton médecin poursuive ton arrêt de travail. Puis ça, à chaque fois, ça me ramenait dans le- l'hôpital, que j'étais complètement traumatisée. Oui, puis l'hôpital se souvient que tu existes parce que t'es plus là, là. Ils veulent te faire revenir le plus rapidement possible. Exactement. Je me suis jamais autant sentie vue dans ce réseau de la santé-là que quand j'étais pas là. Ouais, fait que ça s'est passé comme ça. Suivi médicaux, suivi psychologique, tranquillement mais sûrement, ben j'en apprenais plus sur moi, tu sais, j'apprenais à me connaître dans cette situation-là, puis ça a été quand même long, mais je voyais quand même de l'amélioration. Puis qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as décidé que tu quittais le réseau, puis éventuellement la profession, là, mais un jour, tu as dû décider que tu prenais ta démission? Oui, un jour j'ai décidé, je sais pas quand est-ce que ça s'est passé, tu sais, on dirait que ça faisait des années que j'étais pas bien dans le réseau. Je me demandais si j'allais être mieux ailleurs, mais tu sais, j'étais dans la peur de changer, j'étais dans la peur de... J'avais beaucoup peur parce que je vivais vraiment beaucoup d'anxiété, j'avais perdu quand même beaucoup de confiance en moi. Donc, je, je me disais, si un jour je m'en sors, je sais pas si je vais revenir. Tu sais, si un jour je suis arrêtée, je pense que c'est pour ça que j'ai pas voulu être arrêtée la première fois,
Fait que je me disais, je voudrais jamais revenir. Tu sais, j'avais comme peur de tout ça. C'est drôle comme peur, mais Ben, est-ce que ça se pourrait que ta peur, en fait, ce soit de perdre une partie de ton identité? Parce que, veux pas, tu t'identifiais comme une infirmière, tu étais en crise identitaire, là, en quittant la profession, même si c'est temporairement. ouais, je pense que oui, si on... À l'époque, je me disais, si on m'enlève ça, je suis plus personne. Moi, j'étais infirmière. C'est ce que j'étais au plus profond de mon être. Tu sais, j'ai pas appris à être d'autre chose. C'est quand tu étudies pour ça, après ça, que tu passes ta vie dans un hôpital. Tu sais, c'était vraiment mon identité en entier qui était une infirmière. Donc, je pense que c'était un peu pour ça que la première fois, j'avais refusé d'être arrêtée parce que j'étais comme, ben, je vais être rien sans mon emploi, tu sais. Mais après ça, tu sais, plus je parlais à ma psychologue, plus je me rendais compte que, mon Dieu, tu sais, ce milieu-là est tellement toxique pour moi. Il m'a tout enlevé, il m'a fait perdre toute ma confiance, tout, tu sais. Il m'a tellement fait perdre au lieu de me donner, tu sais, ce que je pensais. Tu sais, moi, ça me valorisait de prendre soin des gens d'une certaine façon. Au final, je me suis rendue malade à le faire. Et à quel prix? C'est Ouais, ça, tu t'es sacrifié en bout de ligne pour cet emploi-là. oui, Puis un effectivement. jour, tu l'as réalisé, puis tu as donné ta démission. Tu voulais nous raconter les circonstances particulières de ta démission. Oui, j'ai tellement trouvé ça particulier, en fait, de comment ça se passe. Tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, tu parles à quelqu'un, tu lui dis, ah, c'est dommage, je dois quitter. Tu sais, pour moi, c'était romancé. Pour toi, il allait essayer de te retenir, puis de te dire Oui, que tu étais bonne, puis que tu méritais de revenir. on a besoin de toi. Ouais. Tu sais, non, je pensais pas vraiment que j'aurais à me battre pour m'en aller, tu sais, parce que on se rend très vite compte qu'on est seulement un numéro dans ce beau réseau de santé-là. Mais non, c'était comme clique ici, clique là, merci, bonsoir, c'est fait. Donc, ben moi, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, je fermais pas la boucle de même, je pouvais pas m'en aller sans. Écrire une lettre de démission, je pense que c'était pour moi une façon de fermer cette relation-là un peu que j'avais avec, avec le système de santé. Elle est longue, ta lettre de démission. Oui, je pense que j'en avais beaucoup sur le cœur. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont lu au complet? Je, je le sais pas, mais c'est parce que j'ai pas pu l'envoyer, moi, aux ressources humaines, dans ma lettre de démission. Ça m'a attristé parce que ben, Il n'y avait pas de case à cocher pour envoyer je pense qu'on ta pouvait lettre. pas mettre un document en Ouais. annexe, là. C'était comme, dis-moi pourquoi tu t'envoies, le reste, je m'en fous, là. Je me rappelle pas que j'avais mis parce qu'il y avait tellement de choses pour lesquelles je m'en allais, tu sais. Mais, par contre, j'ai décidé de l'envoyer au PDG. Ça a pas été facile de trouver. C'est con, là. Pour moi, on dirait que ça me prenait fermer cette boucle-là. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas l'envoyer au grand patron. Est-ce qu'il t'a répondu? Oui, il m'a répondu. Il m'a dit qu'il allait regarder la situation. Comme tu dis, je sais pas s'il l'a lu au complet. Je sais pas ce qu'il a regardé. Tu sais, je veux dire, la situation est désastreuse partout. Fais juste ouvrir tes yeux, tu vas voir ça marche pas. Mais non, quand même, j'ai eu une réponse, mais il m'a jamais donné suite. Puis OK. je m'attendais pas à une suite. Puis si on se concentre maintenant sur ta guérison, qu'est-ce que tu as fait après? Là, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus d'emploi. Tu es toute seule chez vous, j'imagine que ton conjoint travaille. Qu'est-ce que tu fais pour occuper ton temps et pour t'accomplir? C'est une très bonne question. Au début, beaucoup d'anxiété parce que je sais pas vivre moi sans travail. J'ai pas appris à avoir des passions. J'ai pas appris à avoir des activités autres. Fait que, au début, je marche. Honnêtement, je pouvais partir toute une journée, je marchais. Juste sans but, sans. J'écoutais des podcasts, puis je marchais. Heureusement, j'avais mon chien pour m'accompagner. Ouais, ok, oui, c'est vrai. On va mettre ça pour que nos auditeurs comprennent. Elle faisait de l'errance. Oui, exactement, vraiment. J'errais sans but. Euh, j- J'étais comme un cadavre qui marchait dans une rue. Tu sais, je me lavais pas. Ben oui, je me lavais, là, mais tu sais, dans le sens qui est comme... Mon hygiène était plutôt négligée parce que ça me demandait beaucoup d'énergie. Mais tout ce qui me faisait du bien, c'était sortir de chez moi, de pas être confrontée à moi-même. Tu sais, on dirait que si je restais inactive, j'étais pris avec moi-même puis j'étais pas bien, tu sais. Fait que...
ça m'a permis quand même de découvrir des choses parce qu'en marchant, tu sais, j'ai découvert des lieux, j'ai découvert des podcasts super intéressants, ça m'a donné le goût d'explorer plein d'autres choses, tu sais, justement, tu sais, m'ouvrir au monde. J'ai pu, tu sais, découvrir l'art que j'avais, tu sais, j'ai toujours dessiné quand j'étais jeune, mais là, c'était différent, tu sais, ça faisait partie de mon suivi avec ma psy. Elle m'avait donné comme objectif de m'inscrire à un cours d'art, tu sais. J'ai vraiment beaucoup aimé la thérapie parce que ça me forçait, puis ça me force encore aujourd'hui à sortir de ma zone de confort. Comme le podcast aujourd'hui, qui c'est vraiment pas dans ma zone de confort, Ben merci d'être sorti de ta zone de confort. mais c'est ça, je pense que justement, tu sais, la guérison, c'est super difficile, mais j'ai pu découvrir tellement de choses sur moi que je connaissais pas jusqu'à maintenant. Puis aujourd'hui, c'est quoi que tu as retenu de ce processus de guérison-là qui s'étale sur des mois, voire des années? Que c'est tellement important de prendre soin de nous-mêmes. Puis c'est tellement... Moi, quelqu'un m'aurait dit ça dans le temps, j'y aurais vomi dessus, dans le sens qui est comme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais, c'est comme prendre soin de toi, tu sais, c'est comme, Ça sonne cliché un peu. ah ouais, c'est dégueulasse même. Mais tu sais, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à être moi en tant qu'individu, pas moi en tant qu'infirmière qui aime prendre soin des gens, parce que c'était ça mon identité. Moi, en tant que personne, qu'est-ce que j'aime? Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand j'ai de l'énergie dans mes temps libres? Fait que tu as reconstruit ton identité dans le fond. Exactement. Je pense que Autre, ailleurs que comme titre d'infirmière. oui. Est-ce que ça se pourrait que le fait de t'exprimer dans ce podcast soit l'étape ultime de ta guérison? Je pense que c'est une très belle façon de mettre le passé derrière moi parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de parler à tous les jours. Au contraire, tu sais, c'est quelque chose quand même que je suis fière d'avoir passé à travers, mais de pouvoir fermer la porte comme ça, puis si ça peut aussi aider des gens, ben, je pense que ce sera gagné comme ça. Ben, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditrices, d'auditeurs qui se reconnaissent dans tes symptômes, dans ton parcours, dans ce que tu as vécu au quotidien comme infirmière. Est-ce que tu penses que tu serais encore infirmière aujourd'hui si tu avais appris à dire non plus tôt dans ta carrière, à pas compenser toutes les lacunes du réseau, le manque de personnel, à mettre tes limites, bref? Je sais pas si j'aurais été encore infirmière, mais du moins, je pense que j'aurais eu le courage d'au moins aller essayer d'autres milieux, de me sentir moins prisonnière dans un système. Si j'avais vraiment appris à mettre mes limites, puis faire comme non, ça n'a pas de bon sens, puis moi, je ferai pas ça, puis. Fait que seul l'avenir aurait pu nous le dire. Mais on le saura pas. Exactement. Puis là-dessus, je te remercie profondément. C'est vraiment pas facile ce que tu as vécu, puis d'en parler, j'imagine que c'était pas évident non plus de replonger dans tous ces souvenirs-là, mais je suis certain qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui se sont reconnus dans ton témoignage, dans toutes les difficultés que tu as vécues, puis que tu en as aidé plusieurs ce soir en racontant ton histoire. Ben, merci à toi, ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ce très beau projet. Prends soin de toi, bonne fin de soirée. Merci. Pour conclure cet épisode, je vous invite à le partager avec votre collègue qui pleure durant ses pauses ou celui qui fantasme à l'idée de claquer la porte de son chef de service. Chers auditeurs, vous êtes des agents de changement. Que vous soyez soignant, patient ou un citoyen engagé, la réalité est que nous sommes tous concernés par la tragédie qui se déroule sous nos yeux, c'est-à-dire l'écroulement du réseau public de la santé. Par votre courage de parler, vous faites plus que survivre au système, vous le forcez à se regarder en face. Merci d'être à l'écoute et surtout, merci d'incarner un vrai changement.